Bonjour à toutes et tous. Je pense qu'on va pouvoir enlever le masque. De toute façon, la température va tuer le virus, ça c'est sûr. Donc, je suis Yannick Isoard, je suis le directeur général de Clermont-Auvergne Innovation, qui est un des co-organisateurs de ce Deep Tech Tour. Donc, nous sommes là pour parler de l'accompagnement à la création d'entreprises Deep Tech, c'est-à-dire issues des laboratoires de recherche. Autour de cette table, donc, nous avons essayé de combiner à la fois, en effet, les personnes de l'écosystème d'accompagnement, dont je fais partie, donc Clermont-Auvergne Innovation fait partie, donc je serai à la fois modérateur et témoin au final, et également d'entrepreneurs en germe ou confirmés, ou voire confirmés, puis à nouveau en germe. Enfin, vous verrez, c'est des histoires aussi de personnes. Donc, je vais commencer à ma droite. Magali, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, donc Magali Granger. Donc moi effectivement aujourd'hui je porte un projet de création d'entreprise qui s'appelle Noval Therapeutics, dont le but est de développer un candidat médicament issu des travaux de recherche de l'Université de Clermont-Ferrand. Et depuis juillet de cette année, nous sommes en incubation à Clermont-Auvergne Innovation. Voilà. Merci, nous en saurons plus après. Marion ? Bonjour, alors moi je suis l'animatrice de la structure associative Initiative Auvergne Innovation et Transmission, IAIT, et nous proposons des prêts et des subventions pour les porteurs de projets innovants. Merci. Sylvie Bonin. Donc Sylvie Bonin, chargée d'affaires innovation chez BPI France Auvergne. Nous, on accompagne tous les projets innovants, que ce soit de la personne physique à l'entreprise déjà mature. Voilà. Et Cédric. Bonjour à tous, je m'appelle Cédric Tessier. Je suis un ancien doctorant de l'université et j'ai fondé une entreprise Effidence, il y a maintenant 13 ans, qui œuvre sur le domaine de la robotique mobile pour l'industrie et la logistique. Très bien, donc Yannick Isoard, comme je disais, donc je représente Clermont-Auvergne Innovation, qui est la structure de valorisation et dédiée également à l'entrepreneuriat de technologies innovantes. Donc nous assurons des missions d'incubation et d'accélération des startups de technologies innovantes. Et bien entendu, dans ces technologies innovantes, nous avons un focus, peut-être un regard extrêmement bienveillant sur les projets issus de nos laboratoires de recherche. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être en effet de commencer, alors une fois n'est pas coutume, par le seul témoin homme donc, du plateau, Cédric. Alors Cédric Tessier, je l'ai moi-même connu donc, dans d'autres circonstances professionnelles. Je vais laisser témoigner, mais bon, si je peux dire quelques mots. Donc, tu as créé ton entreprise quand tu étais jeune docteur, quasi immédiatement après ta thèse. Et est-ce que tu peux nous dire, en effet, quelle a été ton aventure entrepreneuriale, au moins très tôt, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est peut-être moins bien passé, et en tout état de cause, comment tu en es arrivé là et où on est Effidence à ce jour grâce à tout ce parcours. Alors, j'ai fait une thèse de doctorat donc, sur le campus universitaire avec 2 laboratoires, donc le laboratoire INRAE d'une part et l'Institut Pascal d'autre part. Et donc ma thèse s'est terminée en 2007 et pendant mon cursus de thèse, donc de 2004 à 2007, j'ai pu avoir la chance de côtoyer donc, mes encadrants de thèse forcément, mais qui m'ont présenté la démarche de création d'entreprise, puisque lui-même avait initié des projets avec ses anciens doctorants. Et donc, ça m'a donné l'envie petit à petit. Et donc, en dernière année de thèse, en 2007, je me suis dit, c'est intéressant, essayons de voir cette voie-là, si ça peut donner quelque chose. Donc, très vite, mes encadrants m'ont orienté donc, vers BPI France, BPI. Donc c'était en fin 2007. Donc pendant l'année 2008, qui est juste après donc ma thèse de doctorat, je n'avais aucune connaissance donc dans le domaine de création d'entreprise. Je sortais tout juste d'un diplôme de thèse. Donc je me suis formé. L'Institut de la PME, donc une entreprise locale qui permettait donc de former des créateurs d'entreprises. Et très vite, j'ai pu rencontrer différentes personnes. Donc BPI France d'une part, l'incubateur d'autre part. À l'époque, il y avait également un comité qui s'appelait le comité Inauvergne, qui regroupait les acteurs de l'université, de l'incubateur, de BPI, de la ville de Clermont-Ferrand et plein d'autres. Et donc ce comité Inauvergne était quelque chose que je trouve très très bénéfique,
car lors de ces comités, on présentait un dossier. Donc moi, je présentais ce que j'avais acquis comme compétences pendant ma thèse de doctorat, des orientations de projets de création d'entreprise avec une activité, un marché. Et lors de ces comités, donc, on m'a orienté, fléché vers des aides pour pouvoir maturer mon projet d'entreprise. Cette maturation, donc, elle a eu lieu en 2008. Donc, des aides pour faire des études marketing, mieux cibler l'entreprise, des aides pour également mieux structurer financièrement les besoins à la création, la construction de l'équipe, le juridique, la propriété intellectuelle, tous ces aspects-là. Donc, c'était une année très dense, cette année 2008, avec de nombreux acteurs qui m'ont écouté, qui m'ont conseillé. J'ai essayé de suivre au mieux donc toutes leurs recommandations, et ce qui a permis donc en janvier 2009 de créer Effidence. Donc Effidence a 13 ans aujourd'hui. On s'est développé, on a continué à travailler avec tous ces acteurs, car en fonction du stade de développement d'entreprise, on a toujours besoin d'être accompagné en antécréation, comme je vous l'ai expliqué en 2008, puis après les premières phases de développement d'entreprise. Et encore aujourd'hui, on est accompagné. Donc aujourd'hui, on est une entreprise de 21 personnes voilà, sur le domaine de la robotique mobile. Très bien, merci. Et donc, par exemple, donc, si je me retourne vers BPI France, donc, voilà, pour des personnes qui voudraient se lancer comme Cédric dans l'aventure entrepreneuriale, quelle est votre action? Quelle est l'action également de l'IAIT pour les accompagner? Voilà, qu'est-ce qu'on propose? Alors très tôt, on a des dispositifs qui s'appellent les bourses French Tech qui peuvent intervenir même avant la création de l'entreprise, où on va financer des études extérieures qui sont là pour valider la faisabilité d'un projet. Alors ça va être de la faisabilité technique à la faisabilité commerciale, juridique, vraiment pour valider et se dire, bon voilà, il n'y a pas de no-go, on peut se lancer dans la création. Donc ça peut être, cette bourse peut être attribuée soit à la personne physique, soit à la jeune société qui a moins d'1 an. Alors la particularité pour les projets Deep Tech, donc Cédric n'a pas pu en bénéficier, ça n'existait pas à l'époque. On a également cette bourse French Tech, mais qui s'appelle bourse French Tech Émergence. Et la seule différence, c'est qu'en fait, au lieu d'être plafonné à 30 000 € d'études externes, on monte jusqu'à 90 000 € dans le cadre d'un projet Deep Tech. Et puis une fois que la société est créée, après on a tout un chemin de dispositifs variés pour accompagner tous les développements liés à l'innovation. Et là également, dans le cadre de projets Deep Tech, on a des aides qui s'appellent aide au développement Deep Tech, où on intervient avec des niveaux, des taux d'intervention peut-être plus forts, des mix de sub et d'avances récupérables. On a également même des dispositifs de quasi-fonds propres pour renforcer les fonds propres de l'entreprise, les obligations convertibles, French Tech Seed. Donc, si je comprends bien, après je vais laisser la parole à Marion, mais pour finir sur BPI, enfin pour finir en tout cas sur ce sujet-là, donc il y a beaucoup d'argent donc, pour la Deep Tech, donc BPI France a de l'argent pour les Deep Tech, mais comment devient-on Deep Tech chez BPI France ? Je pose la question pour essayer un peu de titiller le truc quand même. Oui, eh ben, on doit pré-qualifier le sujet, le projet. On a une petite grille à remplir et on doit faire valider à notre comité Deep Tech, est-ce que le projet est Deep Tech ou pas? Alors, le préalable, c'est qu'on doit être en face d'un projet qui sème d'un laboratoire ou des liens très forts avec la recherche. Donc ça, c'est la première chose. Après, on regarde l'équipe, le projet, est-ce qu'on a bien une innovation de rupture? Donc une fois que cette qualification de Deep Tech faite, après, on peut mettre en place les dispositifs qui sont liés au caractère Deep Tech. Mais si le projet n'est pas élu Deep Tech, c'est pas rédhibitoire. On peut continuer à l'accompagner. Ce ne sera pas les mêmes moyens, mais on pourra accompagner le projet. Puis peut-être qu'à un stade de maturation plus avancé, ce projet deviendra Deep Tech. D'accord, donc on peut revenir en fin de compte si le projet évolue dans le bon sens avec les liens des laboratoires et à la rigueur ce que tu as évoqué, c'est la consolidation de l'équipe, etc. Tout à fait. D'accord. Et Marion, donc vous opérez en effet des outils qui sont purement locaux, qui font, je pense, la force aussi du territoire en termes de financement des étapes extrêmement amont de la création d'entreprises innovantes. Donc, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ?
Alors en fait, on va proposer 2 fonds, aussi bien avant la création d'entreprise, quand le porteur de projet est encore sur le développement de l'idée, aussi bien le développement de l'idée ou presque rendu à la création, ça dépend du stade, il va y avoir le Fonds métropolitain d'innovation. Et dans ces cas-là, le porteur de projet peut bénéficier d'une enveloppe de 15 000 euros d'une subvention de 15 000 euros et d'une enveloppe de 5 000 euros pour du matériel, des déplacements, des évaluations d'études. Et pour en bénéficier, le porteur doit, dans un premier temps, être incubé. Et c'est par les incubateurs qu'il pourra faire cette demande. Donc, entre autres, Buzy et d'autres incubateurs sur Clermont. Et puis ensuite, pour caractériser ce projet, savoir s'il est innovant et s'il peut bénéficier de cette subvention, il passera devant 2 comités. Un comité d'innovation avec les acteurs de l'innovation sur Clermont-Ferrand, donc les incubateurs et d'autres personnes. Et une fois que cette première étape est validée, il passera devant un comité dit financier avec des cadres d'entreprise, banquiers et autres, pour juger la partie viabilité économique du projet. Et que le porteur de projet puisse aussi bien avoir un retour sur les 2 aspects. D'accord. Donc en fin de compte, ce comité qui s'appelle le Clermont Innovation Network, il me semble, donc c'est en fin de compte le successeur du comité Innoverne dans un autre format. Oui, en quelque sorte. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est quand même assez spécifique du territoire. Magali, vous, alors je ne cacherai pas, donc vous n'êtes pas forcément issu du territoire, mais justement, qu'est-ce que vous venez faire à Clermont, par ce temps en plus, pour créer une entreprise deep tech? Ici. Alors moi effectivement, ça fait des années alors que je travaille dans l'écosystème de l'innovation et du transfert de technologie, donc j'ai toujours baigné dans cet environnement à travers différents postes effectivement, et la création d'entreprises start-up et deep tech m'a toujours passionnée, on va dire, depuis que voilà, j'ai fait mes études. Et en fait très tôt à la sortie de mes études, alors moi j'ai pas fait de doctorat, j'ai eu un diplôme d'ingénieur, alors pas sur Clermont, effectivement, sur Toulouse. Et en fait, très rapidement, j'ai voulu travailler sur cette création de start-up pour valoriser les travaux de recherche des universités ou des laboratoires de recherche. Et je me suis lancée une première fois, alors il y a quelques années, en 2007-2008, sur la création d'une deep tech issue, alors pas de l'université de Clermont-Ferrand, mais de l'université de Limoges, effectivement, où j'ai été une première fois incubée pendant 2 ans sur donc le montage de mon projet de création de start-up. Et puis finalement un premier projet qui n'a pas abouti parce que il y avait pas forcément tous les outils qui existent aujourd'hui, et notamment tous les systèmes de transfert de technologie, d'accompagnement, les Clermont Auvergne Innovation ou autres. Et le projet pour lequel je m'étais impliquée était à ce stade-là, la technologie était trop immature finalement. Et j'ai préféré arrêter de continuer le projet, même si c'était un très beau projet, trop immature techniquement, donc encore besoin de beaucoup de développement, de beaucoup maturer la technologie, et donc besoin encore de beaucoup d'argent. Et donc suite à cette première expérience finalement qui s'est terminée comme elle s'est terminée, mais qui m'a beaucoup appris en tout cas. J'ai continué à travailler dans ces domaines-là, donc d'abord en accompagnant effectivement les sociétés innovantes, puis ensuite en revenant dans le transfert de technologie à travers la SAT Grand Centre. Donc je pense que sur Clermont-Ferrand, on connaît la SAT Grand Centre, l'ancêtre de Clermont Auvergne Innovation. Et donc moi, j'ai travaillé pendant 5 ans à la SAT en tant que responsable des projets santé et sciences de la vie. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de voir des projets magnifiques, on va dire, des projets que je considérais avoir très fort potentiel et en quels j'ai cru fortement, et pour lesquels d'ailleurs, avec mon équipe, on a travaillé à aller récupérer des fonds d'investissement pour financer la maturation de ces projets. Et parmi ces projets, il y en a un effectivement que j'ai continué à suivre
après mon départ de la SAD Grand Centre, un projet donc qui consistait à valoriser des travaux de recherche de 2 laboratoires, le laboratoire Neurodol et l'ICCF. Et donc en suivant ce projet, en continuant à suivre ce projet, effectivement j'ai vu qu'il y avait un potentiel, qu'il fallait trouver une voie de valorisation et en continuant à discuter avec les chercheurs, finalement je me suis décidée à revenir dans l'entreprise entrepreneuriale et donc repartir sur la création d'une biotech, avec cette fois quelques années de plus, on va dire, d'expérience professionnelle et puis d'expérience dans le monde de la création de start-up et du monde des deep tech, et avec cette double casquette finalement scientifique de base malgré tout, et puis connaître un peu ce qui se passe de l'autre côté aussi sur le développement de la création d'entreprises. Et donc d'où je suis toujours aujourd'hui sur Limoges, puisque j'ai ma propre société de conseil, mais effectivement maintenant aujourd'hui le grand projet c'est de créer cette société ici sur Clermont-Ferrand. Très bien, merci Magali. Et donc là, je vous pose la question, et je poserai aussi la question à Cédric. Donc vous êtes accompagné donc par notre équipe d'incubation, donc Busy by Clermont Auvergne Innovation. Bon, une question, c'est que vous êtes quand même un peu serial entrepreneuse, donc qu'est-ce que ça vous apporte en effet d'être accompagné par Clermont Auvergne Innovation? Et je pose la question aussi, vous répondrez dans quel ordre, qu'a apporté l'accompagnement d'incubation qui était déjà opéré par Busy pour Cédric. Voilà, qu'est-ce que c'est, pourquoi vous faites accompagner? Alors pour Cédric, c'était un peu plus clair parce qu'il était quand même un peu novice dans l'entrepreneuriat. Pour vous, Magali, peut-être un peu moins. Donc, Oui, effectivement. Alors après, je pense que c'est indispensable de se faire accompagner finalement, quelle que soit notre expérience. On a une équipe très expérimentée à CAI et je peux le dire. Je pense qu'après, quand on est entrepreneur, on le dit souvent, on a la tête dans le guidon et on reprend pas forcément suffisamment de hauteur. Et même si on a l'habitude ou on a des années à avoir justement conseillé des entreprises ou des porteurs de projets, des fois je me rends compte que j'ai pas suffisamment non plus pris de hauteur par rapport à mon propre projet. Donc il y a vraiment cet intérêt-là d'être finalement accompagné, où on nous pose les bonnes questions, etc. Et puis il y a aussi la connaissance de l'écosystème local, même si moi j'ai une grande connaissance de l'écosystème de l'innovation en général. Comme vous l'avez dit, moi je suis pas forcément d'ici, et l'accompagnement de l'incubateur nous permet aussi de connaître parfaitement ce qui se passe ici et d'être réellement accompagné sur tous les aspects. Et encore une fois, je pense que c'est très important parce que ça permet d'échanger, ça permet vraiment de prendre de la hauteur, qu'on soit un jeune entrepreneur ou finalement un entrepreneur un peu plus senior. D'accord. Et toi, Cédric ? Donc déjà, créer une entreprise, c'est vraiment partir à l'inconnu. C'est une traversée du désert, surtout pour moi qui n'avais jamais créé, qui connaissais pas du tout ce domaine-là. Mais même, je pense que si vous avez déjà créé, il y a toujours une part d'inconnu, une nouvelle part qui va arriver. Et lorsque vous êtes accompagné, lorsque vous présentez vos dossiers devant différents organismes, vous êtes challengé sur de nombreuses questions que vous n'avez pas forcément prévues au départ. Et ça vous oblige à trouver la bonne réponse, à bien l'argumenter. Donc, c'est pas juste avoir la réponse, être convaincant. Et donc, vous construisez des dossiers. Au départ, vous allez voir que c'est très consommateur de temps et vous pouvez même penser qu'il y a une phase un petit peu de perte de temps. Mais au contraire, c'est vraiment très enrichissant de faire toutes ces étapes-là. Donc, il y a de la propriété intellectuelle, je l'expliquais tout à l'heure, ressources humaines, juridiques, marketing, commercial, business. Il faut vraiment sentir le projet de l'entreprise. Et donc, cet accompagnement, ça vous pointe du doigt vraiment toutes les faiblesses de votre projet et ça vous le solidifie encore plus. Très bien, merci beaucoup. Et justement, donc cet accompagnement, parce que là, on a parlé, en effet, que ce soit avec Sylvie ou Marion, beaucoup d'argent. Bon, c'est pas anecdotique, on est bien d'accord. Mais justement, quel est votre lien avec les structures d'accompagnement, comme nous, Clermont Auvergne Innovation, comme les autres incubateurs de manière générale? Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que ça vient en effet consolider votre approche? Enfin voilà. Et comment vous-même vous intervenez en effet peut-être en modalité d'accompagnement autre que financier, si tel est le cas. Vous choisissez, Marion, Sylvie. Alors c'est important pour nous parce que en effet l'accompagnement, comme ils l'ont dit,
ils ont trouvé que c'était très important. Donc, ça nous rassure d'accompagner des gens qui sont accompagnés. Mais en plus, pour obtenir certains dispositifs comme la bourse French Tech, on demande, c'est un préalable, d'être accompagné par une structure de type incubateur. D'accord. Alors, on travaille beaucoup avec les incubateurs, notamment puisqu'ils vont avoir un regard différent et une proximité. Et ça va permettre aussi bien de notre côté d'avoir, on va dire, le regard plus financier, mais de pouvoir mettre les deux en parallèle, hein, aussi bien pour l'incubateur que pour le porteur de projet, c'est un vrai plus. Chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure, donc je reviens. En plus du FMI, on propose le prêt AT2I, qui est pour les structures innovantes déjà créées, soit en phase de création, donc qui viennent juste d'être créées, soit en phase de développement. Ça va être un prêt à taux zéro sur 5 ans auprès du porteur de projet et qui va lui permettre de soutenir sa demande d'investissement, son besoin d'investissement auprès des banques et d'autres acteurs financiers. Comme votre voisine. Comme notre voisine, exactement. C'est-à-dire, ça fait, en fin de compte, ce prêt-là permet de faire effet levier sur les financements bancaires, aides, etc. C'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Et en plus de ça, il va y avoir un accompagnement sur le côté financier, création, mise en réseau, aussi bien avec les acteurs avec qui on va travailler et d'autres porteurs de projets qui peut bénéficier à la personne. D'accord, donc ce qui veut dire qu'en vous écoutant, en fin de compte, il n'y a pas besoin d'être riche pour entreprendre. Non, c'est toujours préférable, c'est plus simple. Mais c'est toujours plus simple d'être riche. Mais non, il n'y a pas besoin d'être riche pour entreprendre. D'accord. Alors c'est important parce que bon, personnellement, pour avoir travaillé dans d'autres régions, en effet, ces dispositifs extrêmement tôt dans l'aventure entrepreneuriale n'existent pas partout. Et souvent, en effet, on se heurte à cette problématique qui dit pour accéder au financement public et encore plus privé, évidemment, il faut avoir déjà un apport personnel. Sauf que quand on s'adresse à des jeunes docteurs qui sortent du laboratoire, bon, mis à part en effet s'ils sont bien nés au niveau familial, c'est toujours un peu compliqué, biologiquement même parlant, d'avoir un patrimoine conséquent. Donc là, en fin de compte, vous venez pallier ce problème qui peut exister quand même. Tout à fait. D'accord. Et donc en termes d'accompagnement, donc moi j'ai quelques questions. Donc si vous voulez réagir en même temps que moi, je vais juste les lire. Donc on me demande, si j'arrive à ouvrir mes SMS, existe-t-il des unités d'enseignement, de formation pour les étudiants en thèse afin de les sensibiliser sur le montage d'une start-up ? Alors, je vais prendre la question si vous n'en voulez pas. Donc, en effet, donc il y a non seulement donc pour rentrer en incubation, c'est-à-dire dans cette aventure entrepreneuriale, on peut arriver relativement tôt dans la chaîne, c'est-à-dire que quelqu'un qui a, et là Cédric peut en témoigner, il n'a pas été formé à l'entrepreneuriat, à quoi que si, à l'Institut de la PME justement. C'était juste après la thèse en 2008. Oui, donc voilà. Donc, ça. Mais malheureusement, l'Institut de la PME n'existe plus. Nous avons ouvert, donc il y a d'ailleurs depuis très récemment des formations à la création d'entreprises Deep Tech qui sont ouvertes au sein des collèges des écoles doctorales. Donc il y avait un module déjà qui a plus de 20 ans, donc qui est encore piloté d'ailleurs par Isabelle Mounier, la directrice de l'incubation. Nous les avons enrichis notamment sur des formations à l'entrepreneuriat Deep Tech, ce qu'on appelle des masterclass Deep Tech, qui vont venir justement sensibiliser à l'entrepreneuriat Deep Tech. Donc il y a quand même quelques spécificités technologiques, propriété intellectuelle, liaison avec le laboratoire de recherche. Et d'ailleurs ça me fait penser à une question avant de répondre aux autres. Le lien avec le laboratoire de recherche, Cédric, est-ce que tu l'as maintenu ? Est-ce que tu l'as consolidé ? Est-ce que tu en as tissé d'autres ? Et Magali, vous pourrez répondre aussi. Hein. Alors, je vais juste, avant de répondre à ta question, Yannick, voilà. Je vais rebondir sur la partie financement. Si tu veux pas répondre, vas-y. Non, il n'y a pas de problème. Donc, sur la partie financement, effectivement, moi, étant sorti de thèse, j'avais pas d'énormes moyens, et donc j'ai pu bénéficier de l'accompagnement type prêt d'honneur qui était expliqué tout à l'heure, par deux plateformes à l'époque qui s'appelaient AT2I+,
C'est la même. D'accord, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Et d'autre part, une autre plateforme qui s'appelle Réseau Entreprendre, qui est une association de chefs d'entreprise qui font aussi des prêts d'honneur. Et donc, j'ai bénéficié donc, du duo de ces deux structures pour m'aider à financer le démarrage de mon entreprise. Concernant la partie formation, donc à l'époque, j'ai été formé par l'Institut de la PME et c'était une formation financée par le Conseil régional d'Auvergne. Donc, quand vous avez un projet d'entreprise, ne soyez pas inquiet dès le début en disant « mince, je vais avoir beaucoup de choses à dépenser, je ne sais pas par où démarrer ». Quand vous commencez à ouvrir une porte d'une des structures d'accompagnement, les autres portes s'ouvrent au fur et à mesure que vous montrez que votre projet est crédible. Et naturellement, les étapes se succèdent. Donc ne soyez pas inquiet avec ça, il y a une suite logique qui se déroule. Et donc la partie lien avec les laboratoires, donc moi j'ai fini ma thèse en 2007 et on a continué encore après à travailler avec les laboratoires, l'INRAE d'une part, également donc l'Institut Pascal, le laboratoire de l'université, et aussi mon école d'ingénieur. Donc on a continué à travailler donc sur des projets collaboratifs, donc des projets subventionnés, avec différents types de financement, fonds uniques interministériels, de la recherche également. Donc c'est des projets collaboratifs avec vocation de développement de produits et de valorisation économique. On en a fait plus de 5 ou 6 pour vous montrer le lien qu'on a gardé avec les laboratoires. On a travaillé également sur des contrats industriels en commun avec ces structures. De mon ancienne école d'ingénieur, donc l'ISIMA, donc l'école d'informatique de l'université, donc j'ai pu bénéficier donc au démarrage de ma structure de l'hébergement sous forme de pépinière d'entreprise, donc très profitable au démarrage. J'avais des liens avec l'école, on avait des stagiaires également qui nous étaient proposés. Donc voilà, on a essayé de garder un lien très fort pendant toutes ces années et c'est très bénéfique, oui. Donc en fin de compte, quand on quitte le laboratoire, c'est pour ne pas le quitter. On garde toujours un lien avec les acteurs qui nous ont aidés et on s'entraide, c'est très bénéfique, oui. D'accord, très bien. Magali ? Alors, moi, c'est quelque peu différent par rapport à l'équipe de recherche. Alors aujourd'hui, on est encore très proche avec l'équipe de recherche parce qu'elle travaille toujours sur le développement de la technologie. Donc aujourd'hui, il y a encore un programme de maturation financé par CAI qui permet de continuer le développement avec les équipes de recherche. Donc on se réunit très souvent, alors au moins mensuellement, on se parle très souvent de l'avancée des projets. Donc nous, ce qui va nous permettre de nous lier, c'est un contrat d'exploitation exclusive sur la licence du brevet qui va protéger effectivement les travaux de recherche. Et puis l'idée derrière, c'est de continuer à travailler avec les équipes parce que on se connaît bien, on a développé aussi un certain relationnel. Et puis les équipes avec lesquelles on travaille, sont aussi très prolifiques en termes de recherche, de travaux. Donc l'idée, c'est de pouvoir potentialiser aussi et que finalement leurs travaux de recherche puissent continuer à alimenter notre pipeline, notre portefeuille de projets. On développe des candidats médicaments et l'idée, c'est d'avoir aussi plusieurs candidats de médicaments à développer en parallèle. Donc on a déjà commencé à discuter avec eux sur différents sujets, etc. Donc là, aujourd'hui, la société n'est pas créée, mais l'idée ensuite, c'est de mettre en place des accords cadres qui nous permettront de pouvoir suivre leurs travaux de recherche, d'avoir un premier regard sur leurs travaux de recherche et, si possible, de valoriser un maximum de leurs travaux de recherche. D'accord, donc en fin de compte, c'est vrai que le laboratoire a aussi donc on n'a personne d'un laboratoire, mais je sais qu'il va y avoir un témoin, en particulier quelqu'un que tu connais bien, Christophe Debain, qui a participé à la création. En fin de compte, les laboratoires ont un vrai rôle à jouer dans l'accompagnement et même, je dirais même, dans l'émergence des projets de création d'entreprises, parce que demain, les startups qui vont être créées, donc non seulement c'est assez sympa, je pense, pour l'insertion professionnelle de leurs jeunes docteurs et de leurs talents de manière générale, mais en plus, ça permet de créer un nouveau partenaire dans la durée, parce que, comme vous l'avez dit l'un et l'autre, vous êtes un peu dépendants aussi quand même des laboratoires, parce qu'une société deep tech est née de la technologie et vit grâce à la technologie, et la technologie, ça évolue, et qui mieux que les laboratoires de recherche pour
pour justement vous nourrir de cette techno. Et nous c'est d'autant plus important dans notre projet, c'est qu'effectivement, les chercheurs n'entrent pas directement dans la société. C'est effectivement pas comme vous, un jeune docteur qui crée sa société, etc. Nous, finalement, on vient chercher une technologie, on l'extrait du laboratoire pour la créer. Alors, bien sûr, avec l'accord des chercheurs, hein, qui feront partie de nos comités scientifiques, etc. Mais c'est vrai qu'on a vraiment besoin des chercheurs parce que c'est eux qui ont tout le rationnel scientifique, etc. Donc c'est indispensable de garder des liens et de créer des liens forts avec les laboratoires. Très bien. Alors, je vais prendre la parole 3 minutes, justement. Bon, Clermont-Auvergne Innovation, comme donc nous, notre rôle, en effet, et là, c'est vrai que Magali en est un exemple, étant donné que vous êtes aujourd'hui incubé chez nous. Il est de 2 ordres, c'est-à-dire donc de sourcer, de découvrir en effet, enfin pas de découvrir, en tout cas de détecter les inventions au sein des laboratoires, d'investir dans leur maturation technologique pour en faire quelque chose qui peut être intéressant et exploitable en termes industriels et notamment par la start-up. Et de l'autre côté, et c'est ça toute la valeur en effet d'avoir de cette rapprochée de l'incubateur BUSY et de l'accélérateur de Bivouac, d'aider à l'accompagnement justement pour l'entrepreneuriat. Donc avoir cette vision un peu objective, de challenger et d'aider la start-up à aller sur les marchés et à la rigueur à convaincre nos chers amis financiers de financer la jeune start-up. Donc c'est vraiment un pack qui est bon là pour le moment a priori. Donc en effet Magali, voilà, si tout se passe bien au niveau scientifique, parce que c'est quand même là aussi, il faut, voilà, il y a toujours des incertitudes scientifiques hein, quand on travaille avec la recherche, mais ça c'est le propre de la recherche. Mais si en effet les résultats sont là, comme vous le voyez, donc il y a à la fois l'accompagnement et les financements dédiés. Ce que j'ai bien compris, c'est qu'il fallait avoir le label Deep Tech pour accéder aux 2,5 milliards qui étaient aujourd'hui sur les comptes de BPI France. Bon. Ça devrait pouvoir le faire. Alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Parce qu'autrement, je vais répondre aussi peut-être à quelques questions, si j'arrive à ouvrir mon téléphone. Non? Quelque chose qui vous... Alors, la question 1, donc la formation, donc j'en ai parlé, c'est-à-dire donc ces modules de formation aux startups Deep Tech. Donc ça sera, c'est disponible dans les modules du Collège des écoles doctorales. Donc inscrivez-vous. Ensuite, la question 2, c'est quel est le taux de conversion de l'idée au projet incubé à la création de startups et quelle est la part de Deep Tech parmi ces startups? Alors, de l'idée au projet incubé, alors là, c'est pas évident comme question, parce que l'idée, malheureusement, je n'ai pas accès à toutes les idées qui germent dans la tête des scientifiques et des laboratoires, parce qu'en même temps, c'est un peu quand même leur rôle. Donc là, je vais avoir du mal quand même à répondre. Une réponse partielle, c'est que à ce jour, donc, nous entrons en incubation une dizaine de projets par an. Aujourd'hui, nous en sommes à 25-30%, donc qui peuvent être qualifiés de Deep Tech. L'objectif est évidemment d'augmenter non seulement le taux, mais surtout le nombre de projets Deep Tech. Pour information, donc le label que nous avons obtenu, SAT Incubateur Accélérateur, qui nous permet d'offrir un accompagnement, moi que je qualifie un peu de premium, en tout cas qui a été considéré comme tel par l'État, prévoit une dizaine de projets de création d'entreprises Deep Tech par an. Voilà, à 10 ans. Donc vous voyez, c'est beaucoup et peu à la fois, parce que Deep Tech, ça veut dire, comme l'a dit Sylvie, c'est issu des travaux de recherche, avec quand même un fort potentiel de développement économique. C'est un peu les licornes de la technologie universitaire. Donc voilà sur ce sujet-là. Ça, en tout cas, c'est les objectifs. On essaye, en tout cas. Et alors, combien de startups subsistent à 5 ans? Alors ça, j'adore cette question parce que pour une fois, j'ai la réponse. L'avantage qu'on ait un incubateur qui soit quand même voire le plus ancien de France en incubateur Alex, c'est qu'en fin de compte, on renverse les ratios. C'est-à-dire que si vous prenez une société lambda, le taux de pérennité à 5 ans, il est plutôt de 25%. Là, on est sur un taux de pérennité, alors là, je parle sous le contrôle d'Isabelle, je vais peut-être dire une bêtise, mais qui est supérieur à 75% de pérennité. Donc, ce qui veut dire qu'en effet, quand on a une start-up innovante, qui plus est issue des travaux de recherche,
si les travaux scientifiques se passent bien, on a un taux de pérennité très fort. Et donc, comme l'a dit Pascal Ribon tout à l'heure, créer une entreprise deep tech, au final, ça coûte pas... Enfin, les risques sont extrêmement mesurés, hormis la science, parce que il y a en effet, si la science fonctionne et que le modèle économique est bien, on a quand même des chances de succès. Et puis l'argent est là, donc c'est pas une problématique. Donc, je pense avoir répondu à toutes mes questions, mes 3 questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, enfin dans le frigo? Poser une question, on réchauffe. Pas plus de questions. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur un message que vous souhaiteriez passer? Cédric? Oui, un message que je peux peut-être passer. Dans mon cas, j'avais une idée de projet d'entreprise, d'activité. Il y avait une activité d'ingénierie et une activité produit. Et au final, entre ce que j'avais prévu au départ en 2009 et ce que je fais maintenant, ça a évolué. C'est mon activité ingénierie qui est devenue mon activité produit. Voilà, ça a vraiment changé. Donc, vous pouvez créer une entreprise si vous avez une idée. C'est très bien. Avancez, construisez votre projet. Ça va sans doute évoluer. Il ne faut pas en avoir peur, il faut accompagner cette évolution. Et comme c'était dit dans la table ronde juste avant, ce qui est vraiment comment dire, la décision ferme, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est là où ça vous orientera vraiment, c'est là ce qui vous validera votre activité, votre projet et toutes les étapes. Si vous êtes étudiant et que vous n'avez pas d'idée de projet, mais que vous souhaitez créer une entreprise, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas être créateur. Approchez-vous des structures d'accompagnement qu'on a présentées ici. Et ces structures pourront vous mettre en lien avec des technologies, des laboratoires, des chercheurs qui peuvent avoir des idées, qui ne veulent pas porter un projet d'entreprise, mais par contre qui seraient plus que motivés pour voir un peu leur bébé de recherche se transformer en projet de valorisation. Donc même si vous n'avez pas d'idée de projet, contactez les gens, exprimez-leur votre motivation, ce que vous souhaitez faire, et ils pourront vous mettre éventuellement en relation avec les bonnes personnes. Alors ça, c'est merveilleux parce que tu fais mon boulot. En effet, nous avons en effet des technologies aujourd'hui en pipe, on en a quand même un certain nombre, dont certaines, en effet, pourraient donner lieu à une création d'entreprise. Mais les talents, c'est-à-dire les personnes qui souhaitent s'investir, parce que ce n'est pas parce que ce n'est pas vous qui avez initié la technologie que vous ne pouvez pas vous greffer dessus. Enfin, Magali en est le bon exemple, c'est-à-dire, bon, certes, elle a quand même les capacités à comprendre la technologie, heureusement, mais ce n'est pas elle qui en est à la genèse. Donc tout ça est totalement possible. Je donne un exemple. Si vous êtes en thèse, que vous avez une vocation entrepreneuriale, mais que vous verriez bien créer une entreprise sur les travaux de thèse d'un de vos copains, il n'y a pas de problème. Et puis vous pouvez vous lancer dans l'entreprise aussi à plusieurs. C'est-à-dire que avant tout, ce sont des équipes, c'est un complément. Certains vont se sentir plus à l'aise sur la technique, d'autres vont se sentir extrêmement à l'aise sur le volet business développement, accès au financement, etc. C'est vraiment, alors on peut vous aider, donc merci Cédric de m'avoir envoyé la balle. C'est-à-dire que si vous avez même un projet que vous ne sentez pas, nous allons pouvoir, grâce au réseau national qui s'est créé, notamment grâce à BPI France, nous allons pouvoir essayer de trouver des talents, des personnes pour venir vous accompagner, rentrer dans l'aventure. On ne force personne. Le mariage forcé, c'est fini, ça. Ça a existé pendant un temps, mais ça n'existe plus. Il faut que ça matche. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le matchmaking. Il faut que ça matche entre le scientifique et plutôt peut-être l'aspect business dev. Voilà. Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose, Magali? Je crois que je vous ai interrompu. Non, pas du tout. Non, moi, juste pour conclure, effectivement, je pense que ceux qui ont des envies entrepreneuriales, il ne faut pas hésiter à sauter le pas. Moi, je les ai eus très très tôt. Alors finalement, j'ai eu plusieurs expériences, mais je pense que c'est passionnant. Et si on a une envie, il faut aller jusqu'au bout. Après, on arrive toujours à rebondir et voilà, j'en suis l'exemple même. Après, une autre chose, c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures d'accompagnement. Après, moi, si j'ai un conseil à donner aussi, c'est effectivement de
bien savoir s'entourer. Alors les structures d'accompagnement, c'est un point essentiel. Et puis c'est aussi très tôt d'aller voir les industriels, d'aller comprendre son écosystème. Ça, c'est très important aussi, et de pas rester uniquement dans le monde universitaire, parce qu'après on peut avoir aussi des retours de bâton. Donc c'est important d'aller voir des experts, d'aller rencontrer des gens, et très tôt aussi de construire son équipe managériale, son équipe stratégique qui va nous accompagner, qui seront là pour nous conseiller. Et quel que soit notre âge et notre expérience, on en a besoin. Donc voilà, il faut très tôt aussi savoir s'entourer. Ça, c'est très important pour nous, pour faire avancer le projet. Et puis aussi auprès des financeurs, auprès de tout le monde, de montrer effectivement qu'on sait s'entourer, qu'on n'a pas toutes les compétences, parce qu'on n'a jamais toutes les compétences, surtout quand on sort du laboratoire. Et c'est important d'aller justement trouver ces compétences, d'aller les chercher ailleurs. Donc voilà, c'est un petit peu mon mot de dire il faut savoir s'entourer pour se faire accompagner et construire son équipe rapidement en fait. Merci beaucoup Magali. Alors j'ai une question, je pense que je vais la poser à Cédric, mais aussi à Sylvie peut-être. Peut-être qu'elle aura. Quel est le délai moyen entre l'idée et la rentrée dans le monde industriel via la start-up ? Vous avez 3 minutes. Tout dépend du projet. Si tu me parles de TIC ou de biotech, on a des délais qui sont complètement différents. C'est impossible de répondre à cette question. On est bien d'accord ? On est bien d'accord. Par exemple, sur le numérique, c'est entre l'idée, sachant qu'on est quand même dans un contexte de numérique issu d'un labo. Donc, issu d'un labo, ça peut... Tout dépend du degré de maturation du projet, mais si, on va dire, la preuve de concept est faite, ça peut aller très vite dans ce domaine-là. Et après, bien sûr, quand on est dans le domaine du médicament, les délais... on peut créer très vite une société, on peut passer des deals très tôt avec la pharma, même si le produit n'existe pas, ou on peut très bien vouloir attendre d'avoir son produit pour aller le mettre sur le marché. Donc le premier chiffre d'affaires, il peut arriver très tôt avec des deals, avec des industriels, ou très tard si on veut soi-même aller sur le marché. Très bien. Cédric, toi qui as fait l'exercice, pour le coup. Donc effectivement, moi j'ai fini ma partie études fin 2007 et en 1 an de formation, et j'ai créé en janvier 2009. Donc de l'idée, j'irai fin 2007 à la création du projet industriel, ça a mis 1 an. À un moment donné, il ne faut pas uniquement dire je construis, je mature mon projet et je ne crée jamais. À un moment donné, il faut se lancer. Et la vraie vie, ça reste le monde industriel, être face à face aux clients, être capable de vendre son projet. Et tant qu'on est dans une phase amont, on se prépare, mais à un moment donné, il va falloir vraiment aller dans la vraie vie et se lancer. Et quand on est dans la vraie vie, après, il faut faire rentrer l'argent pour payer les salaires, faire vivre l'entreprise. Donc même dans mon cas de figure, effectivement, j'ai créé en 1 an, et pour faire vivre l'entreprise, j'avais prévu une activité d'ingénierie pour financer le démarrage de l'entreprise. Donc vous pouvez créer très vite. Il faut créer quand vous vous sentez malgré tout prêt, et ne cherchez pas à ce que tout soit parfait pour créer, sinon vous ne créerez jamais. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire il faut à un moment donné avoir ce qu'ils appellent le MVP, Minimum Valuable Product, c'est-à-dire quelque chose en effet qui n'est pas parfait, mais qui permet quand même de générer du chiffre d'affaires. Alors là, justement, sur cette question-là, c'est aussi toute la vocation d'un accompagnement. L'accompagnement, c'est pas uniquement la formation à l'entrepreneuriat, c'est l'accompagnement pour accélérer, c'est-à-dire aller vers le marché le plus rapidement possible. Parce que l'idée que vous avez, le projet que vous avez, peut-être qu'il y a des barrières à l'entrée technologiques, de propriété intellectuelle, mais il n'en demeure pas moins que peut-être que dans le monde, même dans le pays, il y a des initiatives comparables. Donc, ce qui veut dire, pour le programme Clermont Auvergne Deep Tech, on a parlé justement de l'appel à candidature qui est ouvert là jusqu'à mi-décembre, c'est justement d'entrer des projets à quelques stades de maturité que ce soit et d'accélérer justement dans la chaîne. Donc il y a l'incubation, il y a l'impulsion qui est en fin de compte le démarrage de la start-up, et il y a également l'accélération pour aller le plus vite possible soit vers les marchés, soit vers les investisseurs, parce que quand on parle de biotech, le modèle économique est quand même souvent l'accès aux fonds d'investissement, parce que ce n'est pas, souvent quand même, encore une fois, je ne veux pas faire une généralité, mais quand même, une molécule ne va pas être mise sur le marché par la start-up biotech, elle va être mise sur le marché par Pfizer, par des grosses big pharma.
qui globalement vont accéder quand même à la technologie grâce à vos startups. Parce que c'est ça aussi le modèle de la pharma, c'est-à-dire que plutôt que de développer leurs propres molécules, elles vont sourcer des startups qui auront passé les étapes critiques des phases précliniques, etc. Et là, en fin de compte, ils préfèrent racheter souvent relativement cher, plutôt que développer eux-mêmes. Donc voilà, parce que le médicament, il va mettre 10 ans à aller sur le marché. Alors bon, vous allez me dire, le vaccin on a été le contre-exemple. Hein. Ce qui veut dire que peut-être qu'en effet, on peut raccourcir, mais jusqu'à présent, c'était plutôt 10 ans entre la découverte et la mise sur le marché. Alors peut-être que demain, c'est 3 ans. Dans le numérique, dans les sciences pour l'ingénieur, si moi, je vais me permettre de mettre un délai, voilà, on est entre 1 an et 2 ans entre le moment où vous avez l'idée dans le laboratoire et le moment où vous créez. Et donc, ça me permet de rebondir sur ce qu'a dit Jean-Pierre Brenas, donc de la région. DocTop, donc, qui est un outil régional qui est opéré par Clermont-Auvergne Innovation, c'est en fin de compte un postdoc entrepreneurial. C'est-à-dire que si vous avez un projet issu de votre thèse, que vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous devenez salarié de Clermont-Auvergne Innovation pendant 1 an, le temps à la fois de maturer votre technologie et à la fois de vous maturer vous-même dans votre posture entrepreneuriale. Donc ça, c'est vraiment ce que je compare. Voilà, c'est un postdoc entrepreneurial. Ça existe à Lyon, ça existe à Grenoble et ça existe à Clermont grâce au fonds de la région. Ça aurait été pas mal à l'époque. Alors, j'ai eu un financement de Clermont Communauté. Ah oui, mais il y avait Clermont, heureusement. Clermont était présent dans mon cas. Mais Clermont est toujours présent. Et merci à tout le monde et puis à très bientôt alors. Merci. Merci. Merci.